Alors bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Imagine un monde plus humain. Nous sommes le 24 janvier 2023 et nous avons le plaisir d'accueillir Fabienne Raoul. Donc Fabienne, merci d'être là et de participer à cette entrevue. Donc Fabienne, vous êtes auteure. Votre parcours professionnel a commencé dans le domaine scientifique. Vous êtes ingénieur en matériaux et vous avez travaillé pour une grande entreprise française dans le nucléaire. Puis en 2014, changement de cap. Vous exercez maintenant en tant que thérapeute, sophrologue, énergéticienne. Racontez-nous comment ce changement a eu lieu, parce que je crois que tout démarre en 2004. Oui, tout à fait. Déjà, je vous remercie pour votre invitation. Alors effectivement, moi je suis, comme vous l'avez dit, ingénieure de formation, ingénieure matériaux, et je n'avais pas de croyances ni spirituelles ni religieuses. En 2004, en fait, j'ai vécu ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente, qui m'est tombée dessus, puisque il n'y a pas d'autre mot, c'est pas choisi. Et ça m'est arrivé au travail en fait, et où j'ai fait un malaise cardiaque avec une perte de conscience violente, puisque en fait je suis tombée brutalement en arrière sur la tête, donc mon corps était raide, c'est ce que m'ont décrit mes collègues. Moi je n'ai pas de souvenir de ma chute, le seul souvenir que j'ai avant, quelques minutes avant cette expérience, c'est que j'étais prise de nausées, voilà, de vomissements, j'étais toute blanche, apparemment je transpirais beaucoup. Et en fait, je suis passée directement, ça peut paraître étonnant, instantanément, en fait, dans un espace de lumière, d'amour infini. Et je me suis dit que j'étais morte, ce qui paraît aussi étonnant de se dire ça. Et j'étais accueillie en fait par des silhouettes d'hommes et de femmes qui m'attendaient. En fait, c'était vraiment comme un retour à la maison. Et j'avais un amour puissant, en fait, puissant que j'ai jamais connu sur cette terre et que j'ai pas reconnu depuis cette expérience. Qui m'a envahi en fait, et je ne les connaissais pas. Par contre eux ils connaissaient tout de moi, c'est à dire que je sentais que j'étais lue, connue entièrement, voilà. Et ensuite j'ai entendu une musique magnifique, très très pure, et après je suis revenue malheureusement sur terre, dans mon corps, en ne comprenant pas ce qui s'était passé. Donc vous avez été réanimée. Cette expérience en temps terrestre, elle a duré très peu de temps. En temps terrestre, c'était à peu près 1 minute. Ma période d'inconscience terrestre était à peu près un peu plus d'1 minute, de ce qu'ont m'ont dit mes collègues. Mais pour moi, j'avais pas du tout de notion de temps quand j'étais dans cette autre réalité qui était pas sur Terre, c'était pas une réalité terrestre en fait. On dit quelquefois, enfin les expérienceurs disent quelquefois qu'en fait c'est une réalité qui est plus réelle que la vie qu'on vit là en tant qu'être humain. Ma conscience était beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus fine, beaucoup plus présente que ce que je peux vivre dans le quotidien, voilà, qui me paraît du coup beaucoup plus fade en fait. Il y a un accès à quelque chose qui est beaucoup plus pur que notre vie sur Terre. Donc oui, il y a un gap, enfin c'est pas français, mais il y a une distance, il y a un espace énorme entre ce qu'on peut vivre sur Terre et puis cette expérience qui est transcendante en fait pour moi et qui m'a transformée d'ailleurs derrière. Donc pour répondre effectivement à votre question, cette expérience derrière moi m'a amenée sur un chemin de compréhension, de quête. J'ai vécu des choses, ce que j'ai qualifié des bizarreries, un nom affectueux de bizarrerie, c'est-à-dire que voilà, je posais des questions, j'avais des réponses, puis j'étais en mode jeu en plus, je posais des questions à Marie, bon, j'avais des réponses, j'avais des signes, des synchronicités, des choses comme ça, donc des choses un petit peu
pas cartésienne, on va dire, pas très rationnelle non plus, et pourtant qui faisait sens et qui m'emmenait de plus en plus sur ce chemin dit de spiritualité, en fait, d'ouverture de conscience à l'invisible. Alors quand vous dites que vous aviez des réponses, ça se portait sur quel domaine? C'est-à-dire que vous posiez des questions, c'est une synchronicité ou vous aviez une clairaudience? Alors c'était des choses très concrètes, même très matérielles en fait. Je pense notamment à un ami canadien qui m'avait aidé d'ailleurs à comprendre, mettre le mot de EMI sur cette expérience aussi. Et je pensais à lui, j'étais dans le métro à Paris, la ligne 1, et puis en fait j'avais pas de nouvelles depuis un petit moment, je pensais à lui, et puis je demande à là-haut, et je dis mais dites-moi, il est où quoi, je m'inquiète pour lui, etc. Et en fait je monte dans le métro, et face à moi, donc je m'assieds, et face à moi il y a une dame qui sort un bouquin, c'est le Lonely Planet, hein, les petits guides de voyage, c'était marqué Mexico. Donc je me dis ok, sauf qu'il m'avait parlé déjà que potentiellement il pouvait aller là-bas, etc. Et quelques jours après, je reçois une lettre de sa part me disant je suis au Mexique, voilà. Enfin c'était énorme quoi. Enfin voilà, donc c'est des choses en fait qui se manifestent dans la matière en fait, très concrètes, qui sont des réponses finalement assez concrètes à des questions que je peux me poser. Et puis après des synchronicités, oui, je cite souvent cette synchronicité-là avec une collègue, Florence, de travail, un an plus tard, après cette expérience, donc on est en août 2005, un peu plus d'un an. J'avais acheté un livre, forcément, puisque je m'intéressais, j'essayais de comprendre, mais ni en allant dans la religion, ni en allant dans le côté ésotérique, j'essayais toujours de cheminer à travers la science. Et donc, j'avais acheté un livre du professeur Rémi Chauvin, qui était un biologiste, entomologiste, etc., et qui s'intéressait à ces phénomènes dits paranormaux. Et donc, une quinzaine de jours plus tard, je discute avec cette collègue ingénieure chimiste qui s'appelle Florence et qui me dit, voilà, je me sentais suffisamment bien à l'aise avec elle pour lui relater cette expérience que j'avais vécue. Elle me dit, écoute, il faut que tu écrives à mon grand-père, c'est un scientifique, il est comme nous, mais il est ouvert par rapport à tout ça. Et elle me donne ses coordonnées sur un post-it, et là je tombe, entre guillemets, façon de parler sur le derrière, parce que c'était les coordonnées de Rémi Chauvin, dont j'avais lu le livre 15 jours avant. Donc des trucs, je me suis dit, mais j'avais l'impression d'être dans une surprise, caméra cachée, on me dit, mais c'est une blague ou quoi? C'est énorme, en fait. Le chemin était déjà balisé. Donc je pense qu'il y avait, on m'envoyait des informations, moi j'appelle ça, parce que pour moi on vit dans un champ d'informations. Et à partir du moment où on rentre dans une forme de questionnement intérieur et qu'on rentre en interaction avec ce plus grand, et ben en fait les réponses viennent. Et on met sur notre route, comme le petit pousset, on va nous mettre sur notre route les personnes qui vont nous apporter des éclairages, des réponses, et on va cheminer comme ça. Et moi, ça a été ma route jusqu'à maintenant en fait. Quand je regarde ma route depuis 2004, c'est que ça, avec des rencontres marquantes, importantes dans ma vie, des gens voilà, qui ont conjoint un rôle extrêmement fort. Et voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais en fait tout ça aboutit effectivement à ce que je change. C'était le départ, hein, on disait, il y a eu un départ très très fort, hein, cette EMI en 2004, où ça a mis tout un questionnement et une quête, comme vous dites justement, qui a mené en fait tous ces petits cailloux qui aujourd'hui aboutissent aussi à autre chose. On va parler de vos livres tout à l'heure. En tout cas, celui le premier livre que vous avez écrit, c'est aux éditions Le Duc, Mon bref passage dans l'autre monde. Oui. Hein. Donc celui-ci, il a été écrit en 2019. Alors... Pardon, il est sorti aussi en format poche. Merci. Voilà. Alors, pourquoi ce titre? C'est un clin d'œil à Rémi Chauvin. Parce qu'en fait, quand je lui avais écrit plutôt, il m'avait répondu. Et je garde précieusement sa lettre chez moi. Et en fait, il m'avait dit, mais déjà, il m'avait rassurée en me disant que j'étais pas folle, qu'il y avait des très nombreux cas, des milliers de cas, même, on peut dire des millions de cas dans le monde entier. Et que c'est quelque chose finalement qui est banal, pour lui qui était banal. Il m'a dit, vous avez fait un bref passage dans l'autre monde. Et j'ai voulu, pour lui rendre hommage, parce que ce monsieur est décédé il y a quelques années, et je sais qu'il
il veille sur moi d'une certaine manière. J'ai voulu en fait lui rendre hommage en donnant le titre de ce livre avec cette petite phrase. Donc il y a peut-être eu aussi des guidances oui, d'une au certaine moment de manière. l'écriture. Oui, tout à fait. Il y a des certaines... C'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors c'est intéressant d'avoir un retour extérieur. Certaines personnes qui ont pu lire le livre m'ont dit oh là, je sentais que c'était... il y avait autre chose qui s'exprimait. C'était inspiré, comme on dit. Il y a autre chose qui se manifeste. Il y a un regard par-dessus l'épaule. Oui. C'est bien. Oui. C'est joliment dit. Très bien. Et donc, à la suite de cela, vous avez écrit un deuxième livre qui s'intitule Tout est lié et si l'eau avait une conscience. Alors là, on est encore un pas plus loin dans la démarche. Et comme une suite logique, comme une réflexion, votre quête, votre recherche sur l'élément eau cette fois-ci. Oui. Et vous en faites un fil conducteur petit à petit sur la conscience. Racontez-nous comment cela vous est venu en fait d'écrire ce deuxième livre. Oui. Alors, moi, ça me tombe toujours sur la tête. Je crois que depuis 2004, en fait, ça vient à moi, d'une certaine manière. Moi, je m'amuse à dire que ce livre, c'est une commande de là-haut. Dans le sens où je ne connaissais absolument rien à l'eau. Des bases, bien évidemment. J'ai un cursus scientifique. Voilà, je n'ai pas fait d'école spécialisée sur l'eau. C'était matériaux, donc métalliques, etc., entre autres. Mais j'ai été vraiment poussée par écrire sur l'eau. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu, encore une fois, des signes, des synchronicités. Je me sentais attirée par l'élément eau, et donc j'ai d'ailleurs déménagé à Vannes pour me rapprocher de l'eau. J'ai découvert, il y a 6 ans de ça, que mon grand-père était sourcier, chose que j'ignorais complètement. J'ai des clients qui me disent, qui écrivent... mon bref passage dans l'autre monde, en fait, ils me disent l'au-delà. Oui, il y a des lapsus. Donc il y a des lapsus, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, je sens que ça pousse, quoi. Ça pousse. Et puis, en fait, j'allais dire que le premier pas, le vrai premier pas a été fait à Lourdes, en fait, en 2019, où là, voilà, pour moi, ça a été une expérience aussi importante, vraiment, que mon EMI, pour me rapprocher, en fait, pour vivre encore quelque chose de transcendant, on peut dire ça, et me rapprocher encore plus de Marie et de dire oui, j'allais dire cette fois-ci consciemment à Marie. Et donc, l'eau, en fait, j'ai vécu notamment une expérience au bain, aux piscines, et bien c'est de là que je me suis posé tout plein de questions en me disant mais attends, mais est-ce que l'eau elle est guérisseuse, mais au fait la science elle dit quoi, etc. Et donc petit à petit je me suis dit ok, je vais enquêter, j'ai besoin de comprendre, parce que moi j'ai toujours ce côté à la fois scientifique qui a besoin de comprendre, un peu rationnel d'une certaine manière, cartésien, et en même temps intuitif, et puis de vouloir relier les choses, faire des ponts, et le tout est lié. Et on en parlait justement un petit peu tout à l'heure. En fait, tout est lié, ces 3 mots me sont venus quelques jours après mon EMI, en me réveillant en pleine nuit, et c'est pas moi qui les disais. Il y a autre chose. Une inspiration. Je sais pas, c'est ma bouche qui disait, mais c'était pas mon mental. C'est bizarre à dire, mais... Et en fait, c'est maintenant que je comprends pourquoi ce tout est lié. Et l'eau, à mon sens, est un des éléments qui permet de dire que tout est lié. Elle relie le visible, l'invisible, la matière, l'immatériel, etc. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait une sorte d'enquête et j'ai rencontré des chercheurs, des médecins, des scientifiques, dont le fils de Jacques Benveniste, dont... Oui, parce que votre livre est très étayé de toutes ces recherches scientifiques avant tout, parce que vous parlez effectivement du scientifique Benveniste, mais aussi du japonais qui a écrit aussi sur l'eau. Masaru Emoto, voilà. Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment sur des bases scientifiques et en même temps une intuition qui vous dit il faut aller plutôt enquêter
par ce chemin. Exactement, Oui. Exactement. Et donc l'expérience de Lourdes, moi je l'ai trouvée très forte dans votre livre, et d'ailleurs ça met de l'émotion. Enfin moi ça m'a mis de l'émotion, et je pense que tous les lecteurs ont eu cette émotion, parce qu'on avait l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression de vivre le moment avec vous. Oui. Et effectivement cette expérience du bain et de la guérison, enfin on raconte pas le livre, tout un chacun le lira, mais c'est très fort effectivement dans le partage de cette expérience. Oui. C'était une expérience effectivement très intime, qui, encore une fois, pour moi, m'a bouleversée, m'a transformée aussi. Et j'allais dire, me met toujours sur cette route de la spiritualité, parce que, mais sans... J'allais dire d'un côté, il y a la spiritualité, de l'autre côté, il y a la matière ou la science. Pour moi, et ça c'est le gros problème de notre société d'ailleurs en Occident, c'est qu'on a tendance à tout saucissonner, à mettre dans des cases. Il n'y a pas que d'ailleurs, dans plein de domaines, on met dans des cases. Alors que, en fait, il y a ce lien entre différents domaines, que ce soit d'ailleurs la religion, la spiritualité, mais la science également, l'art. En fait, tout ça est relié. Et c'est des expressions du vivant, en fait. À chaque fois, et la médecine, puisque quand on est à Lourdes, il y a cette dimension guérison qui est là depuis le début des apparitions. C'est très très fort. Exactement. Et donc, à partir de là, c'est effectivement l'élément eau qui va faire cette trame entre la religion, la science, la spiritualité et ce qui se passe vraiment dans la matière. Tout à fait. Et du coup... est-ce qu'il y aurait une conscience, un esprit vivant en fait dans l'eau? C'est toute la question du livre. Et comment est-ce qu'on peut envisager cela, de dire qu'il y a une conscience dans l'eau qui amène à la guérison finalement dans la matière? Est-ce qu'on peut parler de conscience propre à l'eau? C'est tout une dimension, enfin on peut en parler beaucoup là-dessus. Oui, alors effectivement le sous-titre en fait de mon livre, c'est « Et si l'eau avait une conscience ?» C'est bien une question qui peut paraître un peu provocatrice, j'allais dire, parce qu'on se dit non, mais l'eau elle n'a pas de conscience, c'est pas possible. On peut dire ok, il y a une mémoire de l'eau, mais une conscience. Mais juste si on se dit ok, un adulte par exemple, il a à peu près 70% d'eau au niveau corporel de sa masse. Maintenant, si je vais dans l'infiniment petit, là on est à 99% en nombre de molécules. C'est-à-dire, si je prends 100 molécules, j'ai 99 molécules d'eau. Donc, on peut dire qu'on est de l'eau. On est de l'eau. Cette eau... Et ça, c'est scientifique. Ah, ça, c'est purement scientifique. Cette eau, on le sait bien, elle est nécessaire au transport d'informations, au transport des ions, des protons, etc. dans notre corps. Et elle permet, en fait, de mettre en mouvement aussi notre corps à l'intérieur, de véhiculer cette information au niveau des organes, etc. Or, nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres doués d'une conscience. Je crois que personne ne peut le nier, ça. On porte tous une conscience qui s'exprime à travers notre perception, c'est-à-dire notre pensée, nos émotions, nos sensations. Mais ça, ce que je cite, la pensée, émotion, sensation, est-ce que c'est quelque chose de matériel? C'est pas palpable. C'est pas palpable. C'est du domaine de l'immatériel. C'est des ondes, finalement. Mais elles se transcrivent bien dans notre corps, dans notre matière. Quand on a mal, par exemple, personne peut dire non, j'ai une douleur. Oui, je la sens, ma douleur. Mais en fait, la douleur... Elle n'est pas matérialisée. Elle est conscientisée. Elle est conscientisée. Elle va se manifester, effectivement, à travers notre conscience. Donc, comme nous sommes que de l'eau, et que nous sommes des êtres conscients, on peut se dire notre corps fait office, j'allais dire, c'est pas très beau comme terme, mais d'antenne, de conscience. Et donc, on est en lien avec notre propre corps, avec tout ce qui se passe dans notre corps, mais également on est en lien avec d'autres personnes et l'environnement, etc. Donc, on perçoit des choses. Pour moi, l'eau a une dimension réceptrice et émettrice d'informations. Et notamment, peut-être qu'on en parlera après, effectivement, des expériences scientifiques pour le coup. Mais
si on devait répondre à la question, est-ce que l'eau a une conscience propre? Alors, si je dis oui, on va me regarder avec des grands yeux. Par contre, si je prends le point de vue des peuples autochtones, donc une autre culture, une autre manière de voir le monde, pour eux, l'eau a un esprit. L'eau est vivante et elle est sacrée. Et en ça, moi, je les rejoins d'une certaine manière sur la dimension sacrée de l'eau, et qui est la dimension sacrée d'ailleurs de notre corps et de tout être vivant. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les religions, celles qu'on connaît pour être les principales, parlent de l'eau, Oui. à travers le baptême, à travers... Tout à fait. Voilà, l'élément eau est toujours présent. L'élément eau est toujours présent, c'est présent d'ailleurs aussi dans la Bible, où il y a la notion d'eau, voilà, au deuxième jour, l'eau a été séparée entre l'eau du bas et l'eau du haut. Alors ça c'est intéressant aussi, je trouve comme idée. L'eau a une fonction purificatrice du corps, mais aussi de l'âme. Et typiquement à Lourdes, c'est ça, il y a une dimension mystique, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Patrick Tellier qui le dit dans la préface. Il dit qu'il y a vraiment une dimension mystique à l'eau, c'est-à-dire l'eau nous relie à beaucoup plus grand. On dit aussi laver ses péchés, donc c'est pas un hasard. Exactement. Et un des messages que la Vierge a donné à Bernadette, la petite voyante, qui a eu de nombreuses apparitions avec ou sans message d'ailleurs de la part de la Vierge, eh bien un de ces messages de la Vierge c'était « Venez boire à la source et vous y laver ». Alors on peut le prendre comme ok, je bois de l'eau, bon ça va me faire du bien, etc. Mais boire à la source on peut le prendre aussi comme la source avec un grand S. Donc cette notion de s'abreuver à quelque chose, à ce plus grand qu'on appelle Dieu, conscience universelle, cette source, pour être hydraté, j'allais dire, envahi de cette eau qui nous fait du bien, qui nous purifie. On vit dans une société où finalement, surtout en Occident du moins, qui est considérée comme une société dite matérialiste, qui a une approche où on sépare les choses et puis il n'y a que la matière qui compte. Mais en réalité, est-ce que notre âme justement n'est pas desséchée? Est-ce que ce manque d'eau, ça nous dessèche pas? Oui, ça c'est une réflexion tout à fait juste et qui peut interpeller plus d'un d'entre nous. Tout à fait. Est-ce qu'on n'est pas desséché en fait de notre vie matérielle? Exactement. Et est-ce que le fait d'aller boire à la source, donc effectivement c'est réveiller, réhydrater toutes les cellules matérielles, mais aussi ce qui nous fait, ce qu'on est peut-être au plus profond de nous. Tout à fait. Alors qu'on va appeler âme, qu'on va appeler... à la limite, peu importe le terme, c'est le ressenti en fait là qui est important. Tout à fait, tout à fait. Sachant qu'en plus l'eau, on le sait, on peut ne pas manger pendant plusieurs jours. Par contre, si on ne boit pas, là on sait que on se met en danger notre propre vie, voire on peut être amené à mourir. Donc on voit bien que juste d'un point de vue matière, l'eau, elle est nécessaire à notre vie, mais au-delà de ça, elle est nécessaire aussi pour être en lien avec ce plus grand. Et c'est pour ça que, à mon sens, l'eau est vraiment importante et revêt une dimension, encore une fois, qui est sacrée. Et ça rejoint, comme vous le disiez, les philosophies, les traditions, les religions. Il y a quelque chose d'assez particulier. C'est un vrai mystère. L'eau est un mystère. Oui. D'ailleurs, je rebondis tout de suite à un moment dans votre livre. Vous émettez en fait une hypothèse que l'eau finalement était, une hypothèse ou peut-être c'est avéré en science, que l'eau est extraterrestre. Finalement, l'élément eau vient d'une... Comment on peut dire, d'un éclatement d'étoiles, d'électrons. Alors oui, des météorites. En fait, il y a effectivement une certaine quantité d'eau qui est présente sur Terre, qui est d'origine extraterrestre, en le sens en dehors de la Terre, via les météorites notamment. Donc après, effectivement, ça fait poser la question de qu'est-ce que c'est un être humain, de quoi on est composé, est-ce qu'on est vraiment terrestre ou on a une dimension aussi qui est en dehors de cette Terre. Ça fait poser beaucoup de questions, sachant que même nos atomes qui nous constituent eux-mêmes viennent d'ailleurs.
voilà. Et là encore, tout est lié dans l'univers. Mais oui. Peut-être que les planètes ressemblent finalement à des électrons. Qui sait? Qui sait? Alors, cette idée-là, vous avez aussi, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée aussi dans votre livre, c'est à un moment donné, vous écrivez « avoir soif d'eau vivante ». Alors, dans quel contexte on peut remettre cette phrase ou cette idée « avoir soif d'eau vivante » ? C'est là aussi l'expérience de Lourdes, alors c'est l'aspect mystique des choses. Il y a plusieurs, j'allais dire, plans ou dimensions en lien avec cette notion d'eau vivante. Je vais parler d'un point de vue matériel déjà. Une eau vivante, c'est une eau qui est dynamisée ou qui est structurée. Et ça, c'est important de boire une eau de qualité, justement, pour pouvoir en avoir les bienfaits. En avoir les bienfaits, et puis voilà, être en bonne santé. Parce que ça, on sait aussi que c'est important pour notre santé. Mais c'est aussi une eau vivante dans le sens de cette prise de conscience que cette eau, c'est ce qui nous donne la vie, et c'est ce qui est en lien avec ce plus grand. Donc, c'est cette dimension, encore une fois, qu'on est nous-mêmes pas séparés de cette source de Dieu, qu'on l'appelle Dieu, la source, qui est aussi en nous, à travers notre eau aussi. Et donc d'avoir conscience un petit peu de tout ça. Et que l'eau sur Terre, on doit la préserver. Et si on va encore plus loin, en termes d'environnement, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Elle est maltraitée, clairement. Elle est maltraitée, oui. Et d'ailleurs, pareil, toujours dans votre livre, il y a une expérience qui est faite avec Sophie, qui a expérimenté la qualité de l'eau en aveugle. Enfin, il y a toute une étude que vous expliquez qui est aussi très, très intéressante. Et effectivement, à un moment donné, elle dit « Je ressens que l'eau est emprisonnée à la malle, elle crie. » Oui, ça m'avait beaucoup interpellée. C'est une expérience que j'avais faite effectivement avec Sophie Chevalier, qui avait des ressentis en fait sur l'eau. Et donc je me suis amusée, oui, parce qu'on l'a pris en mode jeu, de manière ludique, à lui présenter différents types d'eau. Alors il y avait de l'eau du robinet, de l'eau de vanne, il y avait de l'eau qui venait de la mer, il y avait de l'eau en bouteille, de l'eau de source, etc. Transformée. De l'eau qui venait... En boisson gazeuse. Voilà. Il y avait une boisson gazeuse. Il y avait de l'eau, du jus de fruits. Donc c'était le petit piège. Et en fait, ce qui était assez stupéfiant, puisqu'en fait, chaque bouteille, donc j'apportais chaque bouteille, qui était, sur lesquelles j'avais mis un papier blanc, en fait. Donc elle ne pouvait pas voir, en tout cas par ses yeux, matériel, on va dire, elle ne pouvait pas voir le contenu. Elle mettait ses mains et en fait elle me disait tout de suite ce qu'elle percevait. Ce qu'elle ressentait. Et sur les 5 bouteilles que je lui ai présentées, en fait, elle sentait, elle me décrivait les vibrations de l'eau, où est-ce que l'eau avait pu passer. Par exemple, l'eau du jus de fruits, elle me disait, je sens elle me dit, mais je vois comme une machine qui broie des fibres, je sais plus comment elle m'avait dit ça, mais en fait, je me dis, ok, ça correspondait complètement. Ça correspondait. Après, l'eau, par contre, effectivement, qui était en bouteille, elle me disait, mais elle est enfermée, elle crie cette eau, elle est en colère. Ça m'a beaucoup interpellée. Et moi, je me suis dit, purée, mais on dirait que l'eau, elle a une émotion. Ah oui, exactement. Et elle vit. Et donc, ça m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, mais finalement, on maltraite, en fait, cette eau qui nous est donnée gratuitement, parce que l'eau, à mon sens, devrait être un bien commun, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'eau, il faut savoir, c'est payant partout, et c'est devenu de l'or, on parle d'or bleu. C'est une marchandise. C'est une marchandise comme une autre. Or, c'est quelque chose qui est tellement essentiel à notre vie, de tout être humain et des animaux, etc., que ça, moi, ça me... Elle est donnée pour le bien de tous. Exactement, et c'est donné par plus grand que nous. C'est pas nous, petits êtres humains, qui avons créé cette eau. C'est pas nous. Donc elle nous est donnée gracieusement pour que on en prenne soin. On doit prendre soin de la nature, on doit prendre soin de tout ce qui nous est donné gratuitement. Donc oui. Et c'est d'autant plus interpellant que l'idée effectivement que cette eau nous est donnée, c'est ce qui nous relie au tout et c'est ce qui nous fait vivre au plus profond, que ce soit dans la matière
ou même plus dans l'idée plus spirituelle, moi je trouve que c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que à l'heure de la marchandisation, si on n'y prend pas garde, on va nous l'emprisonner quelque part, cette eau, et nous la retransmettre dans ce qui n'est peut-être pas juste pour nous. Hein, quand on parle de cette industrie, voilà, moi, je trouve ça injuste et il faut en parler. Injuste. Mais c'est tout à fait injuste, bien sûr. Alors, dans cette même ligne d'idées, est-ce qu'on peut dire que l'eau a une mémoire? Est-ce qu'on peut se suggérer ça finalement? Parce que l'eau se sent enfermée, elle crie, elle a mal, donc elle a aussi la mémoire ou la conscience de ce qu'elle est, mais plus avant en réflexion, est-ce qu'elle a une mémoire pour... dans tout ce qu'elle transporte, dans tout ce qu'elle infuse? Alors, cette notion de mémoire de l'eau, effectivement, fait référence à des expériences qui ont été faites, des expériences scientifiques, qui ont été faites dans les années 80 par Jacques Benveniste, qui était un médecin spécialiste de l'immunologie et qui a travaillé au CNRS et à l'INSERM. Et en fait, dans ces expériences, il a mis... Alors, je vais faire en synthèse. Il a mis en évidence le fait que, à haute dilution, en fait, une molécule, eh bien, n'est plus présente à haute dilution, mais son information, son signal électromagnétique reste toujours là, présent dans l'eau. Donc l'eau, en fait, elle garde cette mémoire, cette information en elle, et en plus, elle est capable, par la suite, de la retransmettre, de la réinformer, d'être retransmise, effectivement. Et je pense notamment à l'expérience qu'a faite le professeur Luc Montagnier, qui a repris les travaux de Jacques Benveniste, où il avait réussi à reconstituer un ADN à 98% à longue distance de Paris en Italie. Donc, juste en informant une eau, en faisant écouter une eau, oui, parce que c'est vraiment ça, du signal électromagnétique. Elle a une empreinte qu'elle sait redonner, finalement. Voilà, exactement, pour reconstituer. Donc, c'est quand même assez stupéfiant de se dire que l'eau est capable, en fait, d'être un peu comme un CD, enfin, c'est pas très joli comme analogie, mais d'enregistrer, en fin de compte, une information et d'être capable, quand on va écouter un CD, de restituer la musique, voilà. Ouais, là, on parle des expériences du professeur Montagnier qui sont extrêmement intéressantes sur la façon dont ils ont pu réinformer un ADN à distance. Oui. Donc l'eau, finalement, c'est le moyen de diffusion d'une information, quelle qu'elle soit, et peut-être même aussi quelle que soit la matière. Est-ce qu'on peut, parce que là on voit que c'est une transmission d'informations dans la matière, est-ce qu'on peut faire une transmission d'informations dans le subtil? Ah possiblement. Possiblement. Il faudrait tester, mais là je peux pas m'engager là sur... je perçois intuitivement que oui, mais j'ai pas de preuves. Donc, alors c'est peut-être l'objet aussi de travaux dans les années à venir. Oui. Et on parle aujourd'hui beaucoup de quantique. C'est quelque chose qui est mis en avant en information, même assez vulgarisée finalement. Et vous nous dites aussi que l'eau est un vecteur d'information nécessaire, si je ne me suis pas trompée, nécessaire au champ électromagnétique pour que la conscience puisse s'exprimer. Alors ça, c'est aussi... quelque chose un petit peu de nouveau. Oui, alors, en fait, pour ça, faut parce qu'on parle de fréquence. Ouais, tout à fait. Il faut se dire, ok, finalement, la réalité, c'est quoi? Est-ce que la réalité, c'est mon corps, la matière? Ça, c'est de la matière, ça, c'est de la matière. Mais, ok, oui, c'est aussi la réalité. Mais quand on va, encore une fois, au niveau quantique, donc dans l'infiniment petit, en fait, on se rend compte que la matière ne représente pratiquement rien. C'est du vide. C'est du vide. C'est-à-dire du vide à 99,9%, qui n'est pas un vide au sens néant, mais c'est un vide qui est empli d'informations et empli de particules virtuelles. Donc, virtuel, qui dit que c'est virtuel, dit que c'est pas encore venu dans la matière, mais c'est du potentiel. Et en fait, ce champ d'information qui est composé donc d'un champ électromagnétique finalement, eh bien l'eau
va venir en interaction avec ce champ d'information pour y puiser des photons, donc des particules de lumière, de la lumière, et intégrer cette lumière si on prend le corps, dans le corps pour augmenter en fait les zones de cohérence, qu'on appelle l'eau morphogénique en fait, ou zone d'exclusion, etc., pour augmenter la cohérence en fait de notre corps. Donc, et donc derrière, d'augmenter l'espace, j'allais dire, qui est entre les molécules d'eau pour avoir encore plus de lumière et donc être mieux, etc. Donc c'est un peu le principe. Donc en fait, cette eau sert vraiment d'interface avec ce champ d'information, et vraiment est en lien. Cette notion de fréquence, donc souvent on parle, il y a une sorte un peu d'abus de langage dans le domaine de la spiritualité ou du développement personnel quand on dit il faut élever les fréquences. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Sur la façon dont la matière, la fréquence de la matière, c'est ça, et la fréquence de l'énergie. Et d'ailleurs, c'était un étonnement pour moi quand j'ai lu ce paragraphe sur le fait qu'il fallait abaisser ces fréquences. Oui, alors. Et j'ai relu plusieurs fois pour bien comprendre. Oui, alors je vais essayer la d'expliquer notion. Parce qu'effectivement, c'est le professeur Marc-Henri que j'ai interviewé dans mon livre. On a discuté de toutes ces choses-là, et en fait il m'a donné cet exemple, cette analogie avec une roue de vélo. Une roue de vélo, si je la fais tourner très très vite, à un moment donné, si j'essaie de mettre mes doigts dedans, je vais rencontrer un obstacle, une résistance. Si maintenant ma roue elle est au repos, je peux passer mes doigts dedans, il n'y a pas de problème. Donc je reprends cet exemple, la roue qui tourne très très vite, sa fréquence elle est élevée, d'accord ? C'est comme nous, notre corps, on a une densité, on vibre en réalité extrêmement rapidement, et donc on est composé d'électrons, de protons, etc. Et rien que les protons, ils vibrent à 10 puissance 24 Hz. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a une petite erreur dans mon bouquin, c'est pas 1024, il y a une erreur à l'impression, mais c'est 10 puissance 24 Hz. Forcément, c'est différent. Donc, en fait, on vibre très, 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 très vite, d'où on a cette illusion de densité, oui. Qu'il n'y a que la matière, mais en réalité, ce vide vibre à une fréquence qui est très basse. Et quand on dit, dans le milieu de la spiritualité ou du développement personnel, on doit augmenter notre fréquence, mais non, parce que c'est juste le terme fréquence qui est pas bon. Parce que si j'augmente ma fréquence, c'est-à-dire je deviens encore plus dense, encore plus rigide, donc c'est pas possible. En fait, par contre, quand on fait de la méditation, quand on fait de la prière, donc quand on se relie à ce plus grand, on va laisser de l'espace en nous, donc on se relie à ce champ d'information qui est composé de cette lumière aussi, qui vient en nous, pour faire plus d'espace à l'intérieur de nous, et ça peut aussi favoriser le processus d'auto-guérison. C'est pour ça que les prières, il y a des personnes qui peuvent, en méditant, en se reliant à plus grand, etc., arriver à un état intérieur de calme, de paix, qui derrière, on le sait, peut favoriser un état de guérison physique, puisqu'on sait aussi que du coup nos pensées, nos émotions ont un impact sur notre corps et sur notre santé. Quelqu'un qui va être tout le temps négatif, à ressasser des choses négatives, forcément il va s'identifier à ça, et donc le corps va prendre cette information comme vraie et va contribuer à aussi tomber malade. Alors bien sûr il y a d'autres paramètres, il n'y a pas que ça, mais c'est un des paramètres aussi en jeu. C'est l'idée que la pensée elle-même est une énergie. Exactement. Oui. C'est des ondes en fin de compte, c'est une énergie, une onde, une information qui ensuite se vient dans la matière à travers l'eau de notre corps. Encore une fois, l'eau, c'est pour ça. L'eau est toujours là. Elle est toujours là. on ne peut pas la nier. Écoutez, moi j'invite tous nos téléspectateurs à lire votre livre, qui est vraiment passionnant. Je trouve que c'est bien étayé. On a plein d'expériences à vivre à travers ce livre. Donc tout est lié aux éditions Le Duc. Et si l'eau avait une conscience.
Alors, Fabienne, vous serez avec nous aussi. L'association Imagine organise les 3 et 4 juin prochains à Erdevin dans le Morbihan un week-end pour les rencontres au cœur de l'humain. Donc, vous serez parmi nous et on vous en remercie. Avec joie. On attend cet événement vraiment avec impatience. Donc, vous y donnerez une conférence. Oui. Pour partager vos expériences et vos recherches. Oui, tout à fait. Voilà, donc on donne rendez-vous pour le 3 et le 4. Donc on se revoit très très bientôt. Et on mettra en fait en lien sur notre vidéo bien sûr vos ouvrages et toutes les informations aussi concernant ce prochain événement. Merci Fabienne. Merci à vous Caroline, merci infiniment. À bientôt. À l'association aussi. Merci. Merci.